Chapitre 5. Le lendemain, Denis était descendu au rayon depuis une demi-heure à peine. Lorsque Madame Aurélie lui dit de sa voix brève « Mademoiselle, on vous demande à la direction », la jeune fille trouva Mouret seul assis dans le grand cabinet. Il venait de se rappeler la Malpeignée, comme la nommait Bourdoncle. « Mademoiselle, commença-t-il, nous vous avions préparé gare pour votre oncle. Il ne faut pas vous mettre dans la triste nécessité. » Mais il s'arrêta en face de lui, de l'autre côté du bureau. Denis se tenait droite, sérieuse et pâle. Sa robe de soie n'était plus trop large, serrant sa taille ronde, moulant les lignes pures de ses épaules de vierge. « Ah, Dieu merci, murmura Mouret. Vous êtes mieux ce matin. Seulement, ce sont encore ces diablesses de mèches. » Il s'était levé, il vint corriger sa coiffure du même geste familier dont Madame Aurélie avait essayé de le faire la veille. « Tenez, rentrez donc ça derrière l'oreille. Le chignon est trop haut. » Elle n'ouvrait pas la bouche, elle se laissait arranger. Malgré son serment d'être froide, elle était arrivée toute froide dans le cabinet, avec la certitude qu'on l'appelait pour lui signifier son renvoi. « Enfin, mademoiselle, reprit-il, en mettant de nouveau le bureau entre elle et lui, tâchez de veiller sur votre tenue. Vous n'êtes pas à Valognes étudier nos Parisiennes. Si le nom de votre oncle a suffi pour vous ouvrir notre maison, je veux croire que vous tiendrez ce que personne m'a semblé promettre. Le malheur est que tout le monde ici ne part. As-tu 10 francs balbutia-t-il. Donne-moi 10 francs ou je suis un homme perdu. Comment 10 francs murmura-t-elle. Je ne peux pas te donner 10 francs. Le mois de Pépé n'est pas encore payé et j'ai tout juste l'argent. Il me reste à peine de quoi acheter des bottines dont j'ai grand besoin. À la fin, tu n'es pas raisonnable, Jean, c'est très mal. Alors je suis perdu, répéta-t-il avec un geste tragique. Et comme des larmes montaient aux yeux du cher écervelé, elle tira son porte-monnaie, en sortit une pièce de 10 francs, qu'elle lui glissa dans la main. Tout de suite, il se mit à rire. Je savais bien, mais parole d'honneur, jamais plus désormais. Et il reprit sa course. Après l'avoir baisé sur les joues comme un fou, dans le magasin, des employés s'étonnaient. Cette nuit-là, Denis dormait d'un mauvais sommeil. Depuis son entrée au bonheur des dames, l'argent était son cruel souci. Aussi était-ce des désastres lorsque Jean, avec ses histoires d'amour, tombait tout d'un coup et saccageait tout budget. Une pièce de 20 sous emportée creusait un gouffre. Quand trouver 10 francs le lendemain, il ne fallait pas y songer. Un instant, jusqu'au petit jour, elle eut des cauchemars. Pépé jetait à la rue, tandis qu'elle retournait les pavés de ses doigts meurtris pour voir s'il n'y avait pas de l'argent dessous. Le lendemain, justement, elle eut un sourire, à jouer son rôle de fille bien mise. Des clientes connues vinrent au rayon. Madame Aurélie l'appela plusieurs fois, lui jeta sur les épaules des manteaux afin qu'elle fît valoir les coupes nouvelles. « Dépêchez-vous, c'est moi. » Il était défendu aux vendeuses de se recevoir dans leur chambre. Aussi Denis tourna-t-elle la clé vivement pour que sa voisine ne fût pas surprise par Madame Cabin, qui veillait à la stricte observation du règlement. « Elle était là ?» demanda-t-elle en refermant la porte. « Qui, Madame Cabin ?» dit Pauline. « Oh, ce n'est pas d'elle que j'ai peur avec 100 sous. » Puis elle s'ajouta. « Voici longtemps que je veux causer. En bas, on ne peut jamais. Puis vous m'avez eu l'air triste ce soir à table. » Denis la remerciait et la priait de s'asseoir touchée de son air de bonne fille. Mais dans le trouble où cette visite imprévue la mettait, elle n'avait pas lâché le soulier qu'elle était en train de recoudre. Les yeux de Pauline tombèrent sur ce soulier. Elle hocha la tête, regarda autour d'elle, aperçut les manches et le col de la cuvette. « Ma pauvre enfant, je m'en doutais, reprit-elle. Allez, je connais ça. Dans les premiers temps, quand je suis arrivée de Chartres et que le père Cugnot ne m'envoyait pas un sou, j'en ai lavé de ces chemises. Oui, jusqu'à mes chemises. J'en avais 2, vous en auriez toujours trouvé une qui trempait. » Elle s'était assise, essoufflée d'avoir couru. Sa large face aux petits yeux vifs, à la grande bouche tendre, avec une grande sous l'épaisseur du trait. Sans transition, tout d'un coup, elle conta son histoire. Des bijoux, une broche, une chaîne de montre glissaient sur sa robe de drap gros bleu. Pincée coquettement à la taille, elle souriait sous sa toque de velours ornée d'une grande plume grise. Denis était devenue très rouge. Avec son soulier, elle voulait balbutier une explication. « Puisque ça m'est arrivé, répéta Pauline. Voyons, je suis votre aînée, j'ai 26 ans et demi, sans que cela paraisse. Contez-moi vos petites affaires. » Alors Denis céda devant cette amitié qui s'ouvrait si franchement. Peu à peu, Denis se livra, parla de Jean et de Pépé, dit combien la question d'argent la torturait, ce qui les amena toutes deux à tomber sur ces demoiselles des confections. Pauline se soulageait. « Oh, les mauvaises teignes! Si elles se conduisaient en bonnes camarades, vous pourriez vous faire plus de 100 francs. » « Tout le monde m'en veut, sans que je le sache pourquoi, » disait Denis gagné par les larmes. « Écoutez, il est impossible que vous teniez le coup davantage, » dit Pauline. « Moi, à votre place, je prendrais quelqu'un. »
Non, répondit Denis, ça ne me va pas, voilà tout. Et puis il faudra d'abord avoir de l'amitié pour quelqu'un. La lingère fut très étonnée, elle finit par rire et elle l'embrassa une seconde fois en disant « Merci ma chérie, quand on se rencontre et qu'on se plaît. Êtes-vous drôle, on ne vous forcera pas. Voyons, voulez-vous que dimanche Boger nous conduise quelque part à la campagne? Il amènera un de ses amis. » Non, répéta Denise avec une douceur entêtée. Alors Pauline... Et comme minuit allait sonner, elle se leva pour partir. Avant de se mettre au lit, Denise voulut achever de recoudre son soulier et faire son savonnage. Le froid devenait plus vif à mesure que la nuit avançait. Vers 1 heure, elle se coucha. Enfin non, elle n'aimait personne. Alors à quoi bon déranger sa vie, gâter le dévouement maternel qu'elle avait voué à ses 2 frères? Pourtant, elle ne s'endormait pas. Des frissons tièdes montaient à sa nuque. L'insomnie faisait passer devant ses paupières closes des formes indistinctes qui s'évanouissaient dans la nuit. À partir de ce moment, Denise s'intéressa aux histoires tendres de son régime. En dehors des heures de gros travail, on y vivait dans une préoccupation constante de l'homme. Des commérages couraient, des aventures égaillées. Ces demoiselles, pendant 8 jours, Clara était un scandale. Avait 3 entreteneurs, disait-on, sans compter la queue d'amour du hasard, qu'elle traînait derrière elle, et si elle ne quittait pas le magasin, où elle travaillait le moins possible dans le dédain d'un argent gagné plus agréablement ailleurs, c'était pour se couvrir aux yeux de la famille. Car elle avait la continuelle terreur du père Prunaire qui menaçait de tomber à Paris, lui casser les bras et les jambes à coups de sabot. Au contraire, Marguerite se conduisait bien, on ne lui connaissait pas d'amoureux. Ces demoiselles plaisantaient, aussi Madame Frédéric lui prêtait des relations discrètes avec de grands personnages. Quant aux passions de Madame Aurélie, à ses prétendues fringales, de jeune homme obéissant, elle était certainement fausse. On inventait cela entre vendeuses mécontentes, histoire de rire. Mais ce qui troubla le plus Denise, ce fut le de se prendre le secret de Colombane. À toute heure, elle le trouvait de l'autre côté de la rue, sur le seuil du vieil Elbeuf. Les yeux levés et ne quittant pas du regard ces demoiselles des confections, quand il se sentait guetté par elles, il rougissait. Il détournait la tête, comme s'il eût redouté que la jeune fille ne le vendît à sa cousine Geneviève. Bien qu'il n'y eût plus aucun rapport entre les Baudu et leur nièce, depuis l'entrée de celle-ci au bonheur des dames, d'abord elle le crut amoureux de Marguerite. À voir ces airs transidamment qui désespéraient, car Marguerite, sage et couchant au magasin, n'était point commode. Puis elle resta stupéfaite lorsqu'elle acquit la certitude que les regards ardents du commis s'adressaient à Clara. La découverte de Denis l'emplit d'une émotion douloureuse. Était-ce donc si bête l'amour? Quoi, ce garçon qui avait tout un bonheur sous la main et qui gâtait sa vie et qui adorait une vieuse. Comme un saint sacrement. À partir de ce jour, elle éprouva un serrement de cœur chaque fois qu'elle aperçut derrière les carreaux verdâtres du vieil Elbeuf le profil pâle et souffrant de Geneviève. Le soir, Denise songeait ainsi en regardant ces demoiselles s'en aller avec leurs amants. Celles qui ne couchaient pas au bonheur des dames disparaissaient jusqu'au lendemain. Rapportait à leur rayon l'odeur du dehors dans leurs jupes, tout un inconnu troublant. Mais Denise, sous ces haleines chaudes qui éveillaient peu à peu la femme en elle, gardait encore sa paix d'enfant. Seule la rencontre de Hutin lui remuait le cœur. Hutin pourtant ne paraissait nullement s'apercevoir des regards reconnaissants de la jeune fille. Ces demoiselles n'étaient pas son genre. Il affectait de les mépriser en se vantant plus que jamais d'aventures extraordinaires avec des clientes. Cependant, il y avait un peu de place pour les songeries dangereuses. Au milieu de son existence dans le magasin, sous l'écrasement des trésors de besogne, on ne pensait guère à des tendresses entre vendeurs et vendeuses. Si la bataille continuelle de l'argent n'avait effacé les sexes, il aurait suffi pour tuer le désir de la bousculade de chaque minute, qui occupait la tête et rompait les membres. À peine pouvait-on citer quelques rares liaisons d'amour parmi les hostilités et les camaraderies d'homme à femme, les couadements sans fin de rayon à rayon. Tout n'était plus que des rouages se trouvaient emportés par le branle de la machine abdiquant leur personnalité, additionnant simplement leur force. L'hiver passa de la sorte. Denis obtint enfin 300 francs d'appointement fixe. Il était temps, ses gros souliers ne tenaient plus. Le dernier mois, elle évitait même de sortir pour ne pas les crever d'un coup.
Mon Dieu, mademoiselle, vous faites un bruit avec vos chaussures, répétait souvent madame Aurélie d'un air agacé. C'est insupportable. Qu'avez-vous donc aux pieds? Le jour où Denise descendit, chaussée de bottines d'étoffe qu'elle avait payées 5 francs, Marguerite et Clara s'étonnèrent à demi-voix, de façon à être entendues. Tiens, la malpeignée qui a lâché ses galoches, dit l'une. A bien repris l'autre. Elle a dû en pleurer, c'étaient les galoches de sa mère. D'ailleurs, un soulèvement général se produisit contre Denise. Le comptoir avait fini par découvrir son amitié avec Pauline, et il voyait une bravade dans cette affection donnée à une vendeuse d'un comptoir ennemi. Ces demoiselles parlaient de trahison. L'accusée allait répéter à côté leurs moindres paroles. Hein? Elles vous font rager, lui dit un matin Pauline. C'est moi à votre place qui les attraperai. Elles s'amusent, je m'amuserai. Pardi. Accompagnez-nous dimanche Pogé, je m'amène à Joinville. Et comme elle lui évitait le chagrin d'un nom brutal, il reprit d'une voix douce et navrée. D'ailleurs, je m'y attendais. Jamais je n'ai eu de la chance, je savais que je puis être heureux. Chez moi, on me battait à Paris. J'ai toujours été un souffre-douleur. Oh, soyez tranquille, je ne vous tourmenterai plus. Quant à vous aimer, vous ne pouvez m'empêcher, n'est-ce pas? À son tour, il pleura. Elle le consolait dans leur effusion amicale. Il apprit qu'il était du même pays, elle de Valognes, lui de Briquebec, à 13 kilomètres. Ce fut un nouveau lien. Eh bien, demanda vivement Pauline à Denise, en le prenant à part. Quand ils furent devant la station, la jeune fille comprit au sourire et tombe de tendre curiosité. Elle devint très rouge en répondant « Mais jamais, ma chère, puisque vous ai dit que je ne voulais pas. Il est de mon pays. » Nous cuisons de Valognes. Pauline et Baugé restent perplexes, dérangeants dans leurs idées, ne sachant plus ne croire. Desloges les quitta sur place de la Bastille, comme tous les jeunes gens au père. Il couchait au magasin où il devait être à 11 heures, ne voulant pas rentrer avec lui. Denise, qui s'était fait donner une permission de théâtre, accepta d'accompagner Pauline chez Bouger. Enfin, à minuit, un quart de Denise les quitta. La porte particulière qui menait à l'appartement de Mouret et aux chambres du personnel se trouvait au rue Neuf-Saint-Augustin. Madame Cabin tirait le cordon puis donnait un coup d'œil pour pointer la rentrée, une veilleuse éclairée. Une veilleuse éclairait faiblement le vestibule. Denise se trouva de cette lueur hésitante, prise d'une inquiétude car en tournant le coin de la rue, elle avait vu la porte se refermer sur l'ombre vague d'un homme. Ce devait être le patron rentrant de soirée. Et l'idée qu'il était là dans le noir, à l'attendre peut-être, lui causait une de ces peurs étranges, dont il la bouleversait encore sans motif raisonnable. Quelqu'un remua au premier des bottes craquées. Alors elle perdit la tête. Elle poussa une porte qui donnait sur le magasin et qu'on laissait ouverte pour les rondes de surveillance. Elle était dans le rayon de la rounerie. Mon Dieu, comment faire, balbutia-t-elle. Au milieu de son émotion, la pensée lui vint qu'il existait en haut une autre porte de communication, conduisant aux chambres. Seulement, il fallait traverser tout le magasin. Elle préféra ce voyage malgré les ténèbres qui noyaient les galeries. Mais en haut, devant les rayons de confection, une terreur la saisit en apercevant une lanterne dont l'œil clignoté marchait. C'était une ronde de pompiers en train de marquer leur passage au cadran des indicateurs. Elle resta 1 minute sans comprendre. Elle les regarda passer les châles à l'ameublement, puis à la lingerie épouvantée dans leurs manœuvres étranges, de la clé qui grinçait des portes de tôle qui retombaient avec un bruit de massacre. Quand ils approchèrent, elle se réfugia au fond du salon des dentelles, d'où le brusque appel d'une voix la fit aussitôt ressortir pour gagner la porte de communication en courant. Elle avait reconnu la voix de Desloges. Il couchait dans son rayon, sur un petit lit en fer qu'il dressait lui-même tous les soirs, et il n'y dormait pas encore. Il y revivait, les yeux ouverts, les heures douces de la soirée.